Bonjour Léa. Bonjour Charles. C'est justement, j'étais en train de... J'ai réuni quelques petits trucs intéressants justement. Je pense que ça va être pas mal, c'est pour aborder un peu toi, le supramental des formes. Alors avant l'enregistrement, je vais te dire comment j'aimerais procéder. Tu vas me dire si jamais ça te va. J'aimerais dans un premier temps, euh, j'ai récupéré toi, quelques passages, toi que ce soit de la genèse du réel, dialogue avec l'invisible, tu vois, qui peuvent être sujet un peu à caution, tu vois. Donc moi je trouve ça intéressant, c'est de commencer avec ces passages-là. Donc en fait j'ai 2-3 passages de la genèse du réel et dialogue avec l'invisible. Et j'ai aussi ton passage, tu vois, que je trouvais vachement intéressant, qui parle justement dans la catégorie les entités et l'intelligence humaine. Non, dans ton passage c'est la création d'entités et la partie sur l'anthropomorphisation. Donc je trouvais ça pas mal, tu vois, genre au début de voir un peu ce qui a été dit, tu vois, de finir un peu avec ton passage, et les questions, ça va être de comprendre le delta qui a pu exister entre des choses qui ont été évoquées toi, dans les années 97, très dans le New Age, l'ésotérisme, et voir un peu ton actualisation qui vient un peu mettre de l'ordre dans tout ça, etc. Je sais pas si jamais ça te convient comme approche. Ouais. Mais je trouvais ça un peu intéressant, toi, pour nous chauffer, pour nous mettre en jambes, etc. Quoi. Ouais. Donc c'est ça, et puis ouais, je trouve ça vachement intéressant aussi parce que c'est quelque chose qui va, je pense, qui va intéresser énormément de monde. Parce que pour dialoguer, si tu veux, aussi avec vite fait sur Facebook, mais pas du tout des gens qui sont connus, hein, toi, dans la suprasphère, etc. Il y en a aussi beaucoup qui disent bah c'est marrant parce que ouais j'ai eu aussi une appétence pour ça. J'ai aussi un sentiment, toi genre des présciences, des préconsciences, mais sans qu'il y ait tout le bagage NDE, Vision, Jésus qui va me parler, Reptilien qui va me parler, etc. Un peu des gens comme moi, c'est-à-dire froid, genre la glace, comparé à ceux qui ont eu un contact avec cette possible réalité qui est le feu, tu vois, genre. Et je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes, surtout avec les environnements, qui vont être amenés à s'interroger sur ces niveaux de conscience-là, mais sans qu'ils aient eu besoin de passer par tout ce qui est lié à l'ésotérique, la spiritualité. Et en plus, c'est que ça peut en rebuter certains. Toi, certains qui vont avoir, qui vont être un peu curieux, et après qui vont lire des choses, qui vont parler toi des reptiliens, ou qui vont parler des mondes, etc., qui vont dire, oh là là, et faire un peu comme tu fais, qui vont dire, oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Et je trouve ça un peu dommage, parce que si jamais le gars, il commence par exemple du Bernard, avec dialogue avec l'invisible, et si jamais il n'est pas assez ouvert, c'est ça le terme, par rapport à tout ça, bah, il risque de se dire, oula, non, je suis passé dans des niaiseries ou dans du fantastique, et c'est bon, j'ai vu les Star Wars et Seigneur des Anneaux, ça me suffit comme histoire pour en plus m'embarquer dans tout ça. Quoi. Le gars qui a vu tous les classiques, Tolkien, etc., il va se dire, bon bah, j'ai pas besoin de rajouter tout ça dans la panoplie, quoi. Bon, ça, je trouve que c'est assez intéressant. Bon, j'aimerais aujourd'hui vous adresser une problématique, on va dire un sujet. On a échangé un peu dessus et je trouvais ça intéressant de l'appeler un peu le supramental des formes, un peu pour qu'on puisse échanger sur les différentes formes qu'a pris le supramental au fur et à mesure des années depuis que Bernard est arrivé. Il y a eu beaucoup de personnes qui l'ont côtoyé, que ce soit d'un point de vue amitié, que ce soit dans le cadre de séminaires, que ce soit dans le cadre même de projets. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun, en fin de compte, en étant en contact avec Bernard, est un peu reparti avec sa conception. Et tout comme le Christ est venu et a semé sur la terre plusieurs apôtres, et on peut dire qu'il y a eu à peu près la même chose concernant le supramental, c'est qu'il y a des gens qui se revendiquent tous plus ou moins de l'école de Bernard, et qui ont une instruction supramentale qui peut parfois varier. Même si jamais on va dire qu'il y a de grandes choses qui convergent, qui rentrent en résonance avec d'autres, moi de mon côté, pour avoir un peu fait mes propres recherches, j'ai remarqué que là où il y a une divergence la plus caractéristique, ça va être effectivement sur ce qu'on appelle le monde des entités, les plans, le monde de l'invisible, ou encore l'astral. Et donc je trouvais ça intéressant d'étudier. Ce que j'aimerais bien faire dans un premier temps, 5 minutes, c'est un peu de lire les passages
donc qui appartiennent effectivement donc, à ce qu'a peut produire comme matériel Bernard, qui aborde justement ces fameux plans. Donc c'est des passages qui sont liés à la genèse du réel, mais aussi des livres comme Dialogue avec l'invisible, qui peuvent soit porter caution à une approche qui pousserait à faire croire ou à faire savoir aux lecteurs potentiels qu'il y a une réalité concrète et limite matérielle avec ces plans. On va commencer avec donc, la genèse du réel, par exemple, donc, dans le chapitre Les entités et l'intelligence humaine, où Bernard dit « L'intelligence humaine involutive est colorée par l'actualisation à travers les centres de la conscience de l'homme, d'une forme pensée dont l'énergie créative est interceptée par les forces occultes. » Donc là, je ferme les guillemets, on voit les forces occultes. Ces dernières opèrent sur les plans subtils de sa conscience, sur lesquels l'homme n'a ni pouvoir ni réalisation. Donc là, à titre d'exemple, on parle de forces occultes qui avaient des intelligences et qui ingéraient un peu contre la finité de l'être humain. Une autre petite citation, ceux qui œuvrent dans le domaine des sciences occultes devront un jour réaliser que de subtils voiles spiritualisent leur intelligence pour faire d'eux des porteurs de forces occultes qui les englobent tous en leur promettant le ciel et plus. Donc là, pareil, on a encore une fois cette notion d'intelligence qui ingère contre eux. Donc la genèse du réel, les entités et l'intelligence humaine. Et je ne vais pas tous les faire. Mais par exemple, pour passer un peu à l'autre bouquin, donc Dialogue avec l'invisible, donc il y a un dialogue. Bernard de Montréal donc, pose la question à ce qui est appelé dans le livre l'entité systémique. Par exemple, c'est ce que dit le mot de l'éditeur. Il va dire au cours de ces dialogues, par vibration et à partir d'un plan mental individué, Bernard de Montréal questionne l'entité systémique qui répond en se soumettant à sa volonté selon les lois de la fusion. L'identité de cette entité systémique restera voilée, ceci afin de restreindre la création de formes spirituelles inutiles qui risqueraient d'interférer avec ce travail d'épuration de ces énergies de l'involution. Donc là, encore une fois, on a l'entité systémique. On a quelque chose de concret, limite une intelligence qui paraît. Et pour finir, donc là, une autre extrait de quelqu'un que vous connaissez bien, vu que c'est vous qui avez fait aborder ça dans le livre, donc La genèse de l'homme nouveau, dans le chapitre La création des entités et l'anthropomorphisation. Vous dites « L'homme éveillé n'accorde pas de crédibilité au phénomène des entités, puisqu'il est informé sur la nature de ce qui crée ce phénomène, et surtout parce qu'il est en mesure d'observer le jeu subtil d'anthropomorphisation qui peut se manifester en lui. Il y a une nette différence entre la qualité des propos d'un individu réellement éveillé et celle des paroles d'une personne ayant l'impression d'être en éveil. Cet écart est attribuable au fait qu'une personne éveillée n'a pas besoin de support que constitue le phénomène des entités pour accéder à de l'information. Au contraire, un individu qui a besoin d'être en relation avec une entité pour accéder à de l'information est habituellement en contact avec une source qui l'anthropomorphise et qui, forcément, l'induit à se désinformer. Donc là, c'était un extrait donc, de votre livre, donc Genèse de l'homme nouveau. Et voilà, donc je trouvais ça intéressant de mettre en parallèle ce qui a pu été dit avant, donc il y a maintenant à peu près plus de 20 ans, et avec votre relecture aujourd'hui, donc actualisée aujourd'hui en 2021. Et la question que peut se poser beaucoup de personnes et que moi aussi, je continue, m'empêche à me poser à travers ma perception psychologique, c'est qu'en est-il réellement de ces mondes, de ces forces, de ces entités, de ces plans qui ingéreraient contre l'homme? Y a-t-il une véritable réalité, ou est-ce que c'est de l'anthropomorphisation, ou est-ce que c'est de l'enthétisation, ou est-ce qu'il y a un juste milieu à travers tout ça qui est subtil à appréhender? Okay. Il y a toujours une réalité derrière ces phénomènes. Mais ce n'est pas la réalité que l'homme s'imagine. Il faut savoir ce que ça veut dire le terme occulte. Occulte, ça veut dire caché. Tu sais, lorsqu'on parle des forces occultes, les gens s'imaginent une force, une entité quelconque, une force quelconque. De toute façon, qui a sa propre intelligence. Dans le sens qu'il peut intervenir, qui peut sciemment intervenir, etc., etc. Faire attention à ça, justement. C'est là que les gens dérapent. Alors,
il y a un système, et dans ce système est un système intelligent, testé par le temps et l'expérience. Il y a des milliards d'années que c'est l'expérience du système, autrement dit, de la vie qui s'ajuste continuellement. Et lorsqu'il y a répétition d'expérience suffisante, il y a création de lois d'énergie. Il y a création d'absolu. C'est un peu comme de l'eau qui circule dans une pente. Elle va prendre une certaine direction. Et si vous renvoyez de l'eau, elle va prendre encore cette direction-là. Ça va creuser. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est intelligent. Mais c'est pas intelligent comme l'homme s'imagine que c'est intelligent. L'homme, il anthropomorphise cette intelligence-là. Dans le sens que lui, il se voit avec une certaine intelligence, et il prête son genre d'intelligence consciente, etc., ou relativement consciente ou inconsciente, à ces forces-là. Voyez-vous? C'est des forces, c'est évident. Mais ce n'est pas nécessairement conscient. En fait, c'est l'homme qui est la conscience de ces forces-là. On fait partie du système. Voyez-vous? Alors l'homme a tendance tout le temps à anthropomorphiser, justement. Il a tendance à personnaliser ces forces-là. Les plans, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire, un plan? Ça veut dire une subtilité de plus. Voyez-vous? Mais si on s'imagine un plan, le plan astral, etc., les gens s'imaginent toutes sortes de choses. Dans le fond, qu'est-ce que c'est l'astral? L'astral, c'est ce qu'on appelle l'astral, c'est le désajustement avec la réalité systémique. Autrement dit, la mémoire qui n'est pas ajustée à la réalité systémique, qui fait partie de la réalité systémique puisqu'elle est enregistrée, fait partie de la mécanique, ça s'enregistre, c'est la même chose, fait partie des erreurs de parcours qui font que l'homme évolue. Sans erreur, on ne peut pas évoluer. Alors, à ce moment, il faut corriger l'erreur, par exemple. Si on est tout le temps dans l'erreur, on ne corrige pas, c'est pas la même chose. On devient... la race s'éteint. Ou l'expérience s'annule, s'éteint. Alors, c'est comme ça que ça finit, c'est comme ça que ça fonctionne au niveau systémique. Si ça ne marche pas d'une façon, l'expérience est terminée et ça continue dans une autre direction. C'est comme ça que l'univers s'est créé, c'est comme ça que le système s'est créé, etc. C'est aussi terre à terre que ça, là. Les gens s'imaginent toutes sortes de choses à propos justement des entités. Qu'est-ce que c'est une entité? Une entité, ça peut être un programme, ça peut être une mémoire, une entité mémoire, une entité programme. Alors, mais aussitôt qu'on mentionne le terme entité, on personnalise. On s'imagine un être qui nous parle. Les mémoires parlent, les programmes nous parlent, mais pas dans le langage psychologique, dans un langage vibratoire. C'est d'ailleurs ce langage-là qui crée ou colore la pensée. L'homme a la faculté de penser. Il a développé cette faculté-là, mais il faut qu'il sache que ce n'est pas lui qui colore sa pensée. Sa pensée est colorée par sa mémoire, par ses programmes, par des programmes. Qu'est-ce que c'est un programme? C'est l'accumulation d'une même mémoire, même genre de mémoire. Voyez-vous? Un programme, c'est une habitude. Alors, si vous jouez de la guitare, vous pratiquez, il va se créer un programme ou des programmes. C'est complexe. Alors, cet amalgame de programmes va faire, et d'automatisme va faire que vous allez être capable de jouer de la guitare de façon plus ou moins professionnelle.
Pourquoi? Parce que les programmes ont été créés par votre habitude, votre pratique, si vous voulez. Plus vous pratiquez, plus vous raffinez, plus l'automatisme se raffine, la mémoire se raffine, ça devient de plus en plus professionnel. Voyez-vous? C'est la différence entre un professionnel et un amateur. Le professionnel, il développe beaucoup le programme ou les automatismes à l'extrême. Que ce soit des musiciens, que ce soit des artistes, que ce soit des athlètes olympiques, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est un athlète olympique? Il développe sa capacité dans un domaine ou un autre, mais à l'extrême, au maximum de ce qu'il peut faire. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut être le meilleur, il veut être le nec plus ultra en course ou en n'importe quoi. Voyez-vous? Alors, il faut faire attention aux mots, aux termes. Les gens ne font pas assez attention aux termes. Dans les termes, il y a de la mémoire. Et les gens utilisent des termes, puis ils se font englober, ils se font manipuler par ces termes-là. Ces mots-là. Il y a de la mémoire dans les mots. Il y a de l'expérience. C'est ça qui est dangereux. C'est comme ça que le monde se fait prendre. Il utilise des mots très polarisés, par exemple. Alors, si vous utilisez des termes polarisés, vous allez polariser votre mental ou maintenir votre mental polarisé, c'est évident. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a quelque chose d'intéressant que vous avez évoqué, quand vous avez abordé justement les plans, ces fameuses forces astrales qui ingéraient un peu contre l'homme. Et vous avez dit en fait qu'il n'y avait pas d'intelligence. Conscient. D'ailleurs. Conscient. Il n'y a pas de conscience. C'est intelligent. C'est intelligent, mais il n'y a pas de conscient. L'homme s'imagine qu'il a une conscience parce que lui-même a une conscience. Donc, il anthropomorphise. Il personnalise. Il s'imagine que... C'est un peu comme si, en fin de compte, l'homme, il va avoir des archétypes, il va avoir des schémas de conscience dans sa tête qui vont être un peu comme des formes. Et cette énergie va venir épouser et embrasser donc, ces formes. Et donc, l'humain va dire, ah bah voilà, il y a effectivement une entité, où il y a forcément tout ça. Mais en fait, tout ça, sur votre point de vue, quelque part, c'est juste effectivement des flux d'énergie, de mémoire. C'est quelque chose d'assez systémique que l'être humain va interpréter en fonction de sa propre mémoire, etc. Et derrière, il n'y a rien du tout. C'est un peu comme le magicien d'Oz, quoi. Derrière le rideau, c'est juste un mécanisme. Et derrière, tout ce qui est lié à la peur, tout ce qui est lié à la divinité. Parce qu'on a vu passer dans l'histoire humaine, enfin, l'histoire qui est aujourd'hui accessible en tout cas, une pléthore de divinités positives ou négatives, qui ont soi-disant donné des pouvoirs, donné des malédictions, donné des bénédictions à l'être humain. Alors tout ça, toutes ces concepts, malédiction, bien ou mal, ce n'est juste en fait qu'une polarisation qui est en fait une interprétation pure et simple de l'être humain par rapport à des flux énergétiques quelque part. Et l'homme se fait prendre par le pouvoir que ça lui donne. Si vous polarisez positivement à l'os, c'est évident que vous allez être en pouvoir de faire des choses qu'une autre personne qui ne polarise pas autant que vous peut faire. Si vous polarisez de façon négative, c'est la même chose. Si vous poussez l'enveloppe négativement, vous allez avoir certains pouvoirs que d'autres personnes n'ont pas. Voyez-vous? C'est-à-dire? Ça va jusqu'au meurtre. Dans le sens que la mafia fonctionne de cette façon-là. Les forces occultes, gouvernementales, par exemple, ou en général,
genre mafia, cartel, etc., ils fonctionnent de cette façon-là. Ils poussent la polarité négative, dite négative, à l'extrême. Alors, à ce moment-là, ils ont un pouvoir sur d'autres hommes. Les hommes autour d'eux ont peur de vivre ces extrêmes-là. Puis c'est des choses assez extrêmes, merci beaucoup. Alors, et il y en a d'autres, c'est le côté positif. Alors, il utilise le pouvoir de l'extrême positif. Mais c'est la seule façon qu'ils peuvent se sentir en puissance. Il y a un prix à payer. C'est ça le problème. Gros prix à payer. Voyez-vous? Dans le sens que vous polarisez votre mental encore beaucoup plus. Et vous avez des séquelles de ça dans votre vie. Voyez-vous? Plus vous allez être polarisé dans votre mental, plus vous allez vivre les séquelles contre vous à une sauce ou à une autre. Même si ça vous donne un pouvoir ici, positif ou négatif, vous allez subir les conséquences. Même une personne plus équilibrée, si vous voulez, polarisée, mais plus équilibrée, en souffre. Imaginez quelqu'un qui va aux extrêmes. En souffre encore plus. Oui. Cette histoire justement de retour de bâton, qui est liée à une histoire d'équilibrage. Est-ce que c'est ça qu'on interprète comme le fameux karma? C'est-à-dire, voilà, tous les coups qui vont donner vont se transformer en coups reçus, etc. Il y a aussi pas mal de... Ça, c'est un sentiment une interprétation à travers l'injustice. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est que ça fonctionne comme je l'expliquais tout à l'heure, parce que vous allez à l'extrême. Donc, vous allez subir. Autrement dit, plus vous allez dans un extrême, plus il va y avoir des ramifications dans d'autres domaines que vous ne voulez pas nécessairement avoir. C'est ça, la loi de retour. Voyez-vous? Déséquilibre, ça se rééquilibre là. Autrement dit, vous allez en souffrir automatiquement. C'est automatique. Les gens s'imaginent, c'est une affaire de justice puis d'injustice, etc. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est beaucoup plus, comment je dirais ça, là, évident que ça. Beaucoup plus brutal que ça. C'est-à-dire? Que les gens payent le prix. S'ils vont trop dans les extrêmes, ils vont payer le prix dans d'autres formes dans leur vie. Par exemple, avec leur famille. Remarquez les gens, les mafiosi, les gens qui ont ni foi ni loi, mais ils ont des liens émotionnels avec leur famille, par exemple. Fait que ça les atteint, ça. Voyez-vous? Donc, leur action ici peut avoir des conséquences sur leur famille, leur relation avec leur famille, etc. Ou sur leur famille eux-mêmes. Voyez-vous? Des gens qui aiment. Autrement dit, ils vivent des sentiments avec leur famille, ils vivent l'amour avec leur famille, etc. Ils ont peur de perdre leurs femmes, leurs enfants, etc. Voyez-vous? Tout en vivant des choses comme ça. Alors, on ne peut pas séparer les deux. Tôt ou tard, il va y avoir des répercussions, des conséquences, naturellement. Et justement, ça en vient à ma question, c'est-à-dire que ce lot de conséquences, ce prix à payer, entre guillemets, donc vous avez donné la réponse, c'est-à-dire j'allais demander, mais on parle d'équilibre, que quelqu'un va se polariser vers le bien ou vers le mal. Mais ce qui définit ces équilibres-là, ce qui définit ce prix à payer, ce qui fait en sorte que par exemple un mafiosi, en allant dans la polarité négative, va créer plein d'externalités négatives qui vont impacter sa famille. Vous avez dit le mot, c'est naturellement. Donc en fait, ce sont des lois systémiques naturelles qui provoquent ça? C'est ça, c'est des lois systémiques mécaniques. C'est une mécanique. Alors, c'est automatique. C'est automatique. C'est
Pas non seulement systémique, Oui. c'est automatique. C'est comme ça que ça fonctionne. Comment je sais ça, moi? T'sais? Parce que je suis connecté avec cette réalité-là. Je sais comment ça fonctionne. Donc, vous me parlez de quelque chose que je connais plus ou moins. Je fais référence à comment la mécanique fonctionne, tout simplement. Et je le mets dans le domaine où vous me posez des questions, tout simplement. Facile. Et alors, cette mécanique, on va dire, c'est un peu l'envers de l'horloge avec tous les rouages. C'est quoi ça? Ce sont des lois universelles de l'univers? C'est des programmes. Est-ce que c'est ça? Oui, exactement. C'est des programmes. L'univers, c'est programmé. C'est comme un ordi, cette affaire-là. Quasi matériel. C'est pas matériel. C'est purement de l'énergie, c'est purement vibratoire. C'est un espace où s'enregistre de l'information. Ce que vous vivez, toute la mémoire humaine, etc. Ça s'enregistre dans cet espace-là. C'est comme ça que ça fonctionne. L'univers, comment se fait que l'univers est si cohérent? Il faut qu'il y ait de l'information pour créer cette cohérence-là. Là. Voyez-vous? Autrement dit, il faut qu'il y ait une police, si vous voulez, des lumières rouges, des lumières vertes, etc. Mais ça ne se fait pas comme ça, là. Ça se fait avec le temps, l'expérience, comme j'expliquais au début. Voyez-vous? C'est de l'information. C'est des 0 puis des 1. C'est tout. C'est de la mécanique. Mais une fois qu'on... Tu sais, ça a l'air froid comme ça, mais une fois qu'on sait ça, une fois qu'on commence à voir à travers tout ça, puis qu'on commence à définir tout ça, on devient libre. Pourquoi on devient libre? Parce qu'on peut utiliser cette mécanique-là, on peut utiliser le système, au lieu d'être utilisé constamment comme l'homme par le système. Voyez-vous, comme un cave, finalement. Tu sais, on n'est pas des animaux. On est un peu plus évolué que des animaux, mais il faut évoluer encore plus pour sortir de notre condition mi-animal, mi-homme. Tu sais? Ce que Bernard appelait la quarantaine. La quarantaine, c'est ça. Il y a un pied dans le monde animal, puis il y a un pied dans un autre monde. Mais il est en transition entre deux consciences. L'homme est en transition entre deux consciences, mais il croit qu'il est le net plus ultra en ce moment. T'sais? Il agit en conséquence aussi. Dans le sens qu'il détruit, pas pour rien que l'homme détruit son environnement. Pourquoi il détruit son environnement? Parce qu'il croit qu'il connaît tout. Il croit qu'il peut agir en fonction d'un système sans le connaître. Il n'est pas intelligent. Il y a un manque d'intelligence. De quoi? Du système. De la réalité systémique. L'homme ne devrait même pas toucher à rien. Ou des choses assez potentes, là, si vous voulez, dans la nature, sans savoir comment ça fonctionne. Regardez l'atome, la bombe atomique, par exemple, quand ils ont fait sauter la première bombe atomique, les savants qui ont créé cette bombe-là, ils ne savaient pas ce que c'était pour faire. Il y a des doutes que toute la planète, ça ferait une réaction en chaîne. Et il ne faut pas jouer avec ça, là. Ils ont été chanceux dans un sens, parce qu'ils ne savaient pas. Voyez-vous, là? Et ça a déclenché une réaction en chaîne d'un autre acabit. Voyez-vous? La prolifération nucléaire, etc. Ça a changé le monde forever. Voyez-vous ce que je veux dire? Fait que ces gens-là, ils jouent avec le feu. Les savants, ben beau, là, il y a des degrés universitaires, mais ils jouent avec le feu. Ils ne connaissent pas le système qui s'ajuste premièrement au système. T'sais?
En ça, ils détruisent leur environnement et ils se détruisent finalement, éventuellement. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement aujourd'hui, et vous avez évoqué que les gens, justement, même les scientifiques qui vont être amenés par les théories qui vont découvrir à créer des bombes atomiques, avec des forces derrière et des conséquences qui peuvent parfois les dépasser complètement. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que vous avez dit qu'ils se croient intelligents, mais moi j'irais même un peu plus loin, c'est que ces gens-là, ils ne sont même pas, ils sont quelque part au-dessus de la croyance. Ils vont dire que croyance, c'est un peu l'univers religieux. Ils se savent intelligents. C'est que voilà, aujourd'hui, Ils se croient. j'en parlais aussi avec. C'est ça, c'est ça. J'en parlais un peu avec une autre personne aussi. J'ai l'impression que il y a 100 ans, c'est-à-dire qu'il y avait l'État, et ce qui a appuyé l'État, c'était un peu donc l'Église. Voilà, dans un village classique français, il va y avoir le maire et l'homme de Dieu qui va accompagner, ça va être un peu les deux piliers du pouvoir. Et j'ai l'impression aujourd'hui, avec donc l'évolution et un peu la croyance qui se déprécie, que ce prêtre a été remplacé par le scientifique, mais qui est tout aussi dogmatique. C'est-à-dire, en fin de compte, qui dit « Ah non, moi, c'est plus je crois selon les évangiles de Saint Jean, c'est je sais parce que voilà, je suis sûr que la réalité, elle est comme telle, parce que je suis capable voilà, de faire des formules mathématiques, etc. » Mais ce qui est compliqué, c'est que quelqu'un qui est un croyant, qui est dans la croyance, bon voilà, il y a une partie, pas de doute, mais il y a la foi qui le fait un peu sauter dans le vide. Mais aujourd'hui, comment faire résonner même un scientifique qui est bardé de diplômes, quand même le rendre sensible à ce qu'on nous peut évoquer, c'est-à-dire, bah non, en fin de compte, la réalité ne se limite pas à cette formule mathématique-là, qu'en fait, il y a toute une mécanique derrière. Ça va être très compliqué de réveiller, en quelque sorte, des personnes qui ne sont même plus dans la croyance, mais qui sont dans cette certitude fausse, quelque part, d'avoir raison. Enfin, c'est dur d'aller... Ouais, ben, c'est beaucoup... oui, il y a ça, mais c'est beaucoup des habitudes. C'est beaucoup des besoins de se valoriser, etc. Profonds que les scientifiques vivent. Il y a toute une dynamique, il y a toute une culture chez les scientifiques. Voyez-vous? Une culture scientifique particulière. OK? On dit que la science commence à changer quand les personnes qui dominent la science meurent. Voyez-vous? Quand ils vont au funérailles, la science peut avancer parce que cette personne-là, c'est elle qui garde le dogme scientifique. Voyez-vous? Puis tout le monde autour, ben, il adule cette personne-là. C'est un phénomène collectif. C'est des gens qui n'ont pas d'individualité. Voyez-vous? Les gens qui ont moindrement plus d'individualité vont, pour quelques raisons que ce soit, même psychologiques, ils vont se rebeller et ils vont essayer de créer d'autres avenues scientifiques, malgré ces bons scientifiques-là. Voyez-vous? Et c'est comme ça que ça fonctionne en science. Voyez-vous? Il y a beaucoup de compétition, beaucoup de personnalités en science. Donc, imaginez là, enlever un peu plus ce genre de personnalité-là, puis amener des gens, des scientifiques, à être un peu plus intelligents du système. Ça va changer beaucoup de choses. Il y en a des scientifiques qui commencent à réaliser certaines choses au niveau, par exemple, de l'information. OK? Que derrière tout ça, derrière la matière, au-delà de l'énergie, il y a de l'information. Un champ, ce qu'ils appellent un champ, ils peuvent appeler ça un champ morphique. C'est un champ d'énergie. OK? Où c'est une dimension, en fait. C'est pour ça que j'appelle ça la 5e dimension. Voyez-vous? Les personnes qui sont spirituelles ou religieuses appellent ça l'âme. Voyez-vous? Ouais, mais c'est de la mémoire. Voyez-vous? C'est une dimension.
C'est évident, si on n'a pas de mémoire, puis on n'a pas développé notre personne, on est devant un vide, on n'a pas d'expérience, on n'est pas capable de... On devient des légumes. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas programmé, on n'a pas d'habitude, on n'a pas de mémoire. Voyez-vous? La mémoire, c'est important, mais pas n'importe quelle mémoire. Lorsqu'il y a une mémoire qui vous afflige, voyez-vous, il faut que vous soyez en mesure de gérer cette énergie-là ou cette mémoire-là. Dans le sens de savoir comment ça fonctionne, cette histoire-là. Ce pas des entités systémiques ou astrales ou des choses comme ça. C'est de la mémoire, tout simplement. Les gens peuvent discuter, par exemple, avec leur mère qui est morte. C'est évident, là. Ils ont discuté avec leur mère toute leur vie. L'habitude est là. Ils peuvent parler, mais est-ce que c'est réel? Ça existe parce qu'ils font. Ils connectent avec des mémoires, mais c'est pas réel. Voyez-vous? Mhm. Alors, il faut voir la réalité qu'il y a derrière les choses. Il y a toujours une réalité. Il y a toujours la réalité systémique derrière tout, finalement. Tous les phénomènes, tous les croyances. Pas pour rien que l'homme s'imagine des choses comme ça. Il faut qu'il l'intuite. Mais son intuition, il l'interprète de façon psychologique. Puis là, ça donne toutes sortes de religions et de sectes ésotériques ou de formes spirituelles. Mhm. C'est intéressant parce que derrière tout ça, quelque part, quand une personne va communiquer, donc que ce soit avec sa mère ou communiquer avec un maître ascensionné, etc., bah, quelque part, il va vraiment expérimenter le phénomène. Mais ce qui est intéressant, c'est que bah, quelque part, vous ne remettez même pas en doute le phénomène, mais vous posez la question, quelle est la réalité qu'il y a derrière? C'est-à-dire, en fin de compte, est-ce que l'individu va être capable de dire oui, tu vas expérimenter, tu vas voyager dans ces plans-là, tu as parlé à Krishnamurti, tu as parlé à Jésus, et même certains peuvent être apparemment en contact avec même Bernard ou d'autres personnes du supramental, et peut-être effectivement ils sont en contact avec une mémoire qu'ils anthropomorphisent. Alors, ma question, ça va être En parenthèse, Bernard, avant sa mort, il a dit, si vous me contactez après ma mort, vous êtes dans le plan astral. Je vois. Donc dans le plan de la mémoire, dans le plan des formes. C'est ça. D'accord. Et justement, bah, ça fait une bonne transition pour recoller le wagon avec un peu donc, le sujet de cette interview. C'est comment expliquer un peu ce delta qui a existé entre justement tout ce qui a été évoqué par Bernard, c'est-à-dire le double éthérique, le plan, les forces astrales, donc c'est un peu coloré, c'est ces choses, c'est qu'il y a des gens, ils vont expérimenter des choses, il y a des gens, ils vont les expérimenter, ils vont dire, bah, je vais voyager dans ce plan-là, et Bernard m'a dit, oui, va parler à ton double éthérique, va parler au plan morantiel, etc. Et donc, il y a cette approche qui est un peu bénie d'ésotérisme, disons-le, avec des concepts un peu qui quelque part s'appuient sur des concepts aussi passés, et votre vision qui est froide, voilà, c'est comme qualificatif. Voilà, c'est polarisé d'approcher comme ça, mais c'est-à-dire qu'il y a un côté, on est un peu dans le monde, il va y avoir les entités, il va y avoir des doubles éthériques, il va y avoir des choses comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que vous, derrière, bah, vous n'y voyez en fin de compte que des formes qui sont anthropomorphisées, et que derrière tout ça, il y a un questionnement sur la réalité, quoi. Ouais. C'est pas quelque chose qui est réel en tant que tel. C'est ça. Disons que mon approche est plus scientifique. Qu'il y ait des preuves. Les preuves, c'est dans l'expérience. Si je vis l'expérience, je connecte avec cette réalité-là, j'utilise cette mécanique-là, vous êtes en mesure de faire la même chose, un autre est en mesure de faire la même chose, etc., etc. On répète l'expérience, donc ça devient scientifique. Voyez-vous? Et des gens objecteront en disant, oui,
Mais ça, c'est une approche utilisée par le psychologique. Parce que c'est très procédurier. Ils vont dire, ah, mais il faut aller au-dessus du scientifique. Ouais. Mais, tu sais, ils disent, bon, aussitôt qu'on utilise l'intellect, c'est psychologique. Oui, mais il y a l'intellect psychologique dans le sens de la forme, puis il y a l'intellect qui est vibratoire. Voyez-vous? Dans le sens que si on développe, plus on est en mesure d'observer vibratoirement, plus on développe une capacité intellectuelle vibratoire. On peut utiliser les formes, mais on est conscient qu'on utilise les formes. Voyez-vous? Tandis qu'une personne qui fonctionne de façon psychologique uniquement, il n'est pas conscient de ça. Il est manipulé par la forme. Dans le sens qu'il n'a pas conscience de ce que ça fait chez lui. Voyez-vous? Il est probable de voir plus loin que la forme, la surface. Bernard, d'ailleurs, faisait exprès pour créer des formes, les défaire, créer des formes, les défaire, créer des formes, les défaire. Alors, il utilisait, pour répondre à votre question, il utilisait toutes sortes de formes ésotériques comme ça, surtout de la cosmogonie d'Urantia, des choses comme ça, parce qu'il parlait à des gens ésotériques. Il parlait à une majorité de gens spirituels, ésotériques. Il voulait les amener à voir clair à travers ça. C'est tout un job. Tu sais? Il s'est rendu malade à faire ça, Bernard. Il a pris cette approche-là, puis il était il avait les mains liées dans un sens. Voyez-vous? Alors, moi, j'ai connu Bernard de façon intime là, pendant des années. On se rencontrait un à un, là, pendant des années. Je peux vous dire que Bernard, il n'y avait pas une once de spiritualité. Voyez-vous? Alors, mais il n'en parlait pas en public. Pourquoi? Parce qu'il avait commencé toute son œuvre, sa carrière, à travers des gens, avec des gens qui étaient très ésotérisés, très spirituels. Si vous voulez qu'il fasse, il s'adaptait à son environnement. Voyez-vous? Entre autres. Malgré que lui-même avait vécu des choses particulières au niveau de sa spiritualité ou ses approches ésotériques, c'est normal. Pour essayer de s'expliquer qu'est-ce qu'il vivait. Voyez-vous? Normal. Dans quoi il va puiser? Il va puiser dans la mémoire humaine, dans l'expérience humaine. Alors il va essayer d'élucider sa condition. Pensez-vous que Bernard, il a eu conscience tout de suite de ce qu'il vivait? Pas du tout. Il a souffert pendant 15 ans de ça, justement, de ce combat entre son intelligence réelle et sa mémoire. Autrement dit, tous les croyances qu'il pouvait avoir, puis il ne connaissait même pas. Tu sais, quand vous êtes face à une réalité comme ça, je vous jure que la personne va être à l'envers pas mal. Elle se base sur quoi, là? Ses antécédents, sur ce qu'elle connaît. Puis au fur et à mesure, elle élucide sa condition ou ce qui se passe. Moi, j'ai parlé longuement avec Bernard, puis c'est ça qui en ressort. Ça qui est intéressant, c'est que il y avait aussi chez Bernard une évolution, quelque part. Il essayait effectivement de s'accrocher à travers des formes, à travers des mots, pour essayer de véhiculer ce qu'il essayait ce qu'il voulait dire. d'exprimer. Oui, exactement. C'est ça. C'est vrai que même là,
qu'on va chercher, qu'on va essayer d'exprimer une idée ou un concept, et ben même nous, notre cerveau va venir taper dans la mémoire, ne serait-ce que pour trouver la syntaxe, pour que ça fasse sens. Et parfois, on se rend compte que des mots, ils vont être parfois insuffisants, ou le mot va être trop petit pour pouvoir faire rentrer tout ce qu'on veut exprimer, effectivement. Et Bernard disait tout le temps, c'est pas ça, je veux dire. Mais ne s'est-il pas dit que en empruntant des termes comme cela, comme force, astrale, involutive, entité systémique, double éthérique, les plans, enfin un ensemble de terminologies, quelque part un bagage sémantique qui certes, bon, pour lui le servait d'outil, mais ne s'est-il pas dit que quelque part, parfois, il y avait aussi la possibilité que des gens vont rester au stade de l'outil, ils vont dire, ah bah oui, il y a eu. Et il y a des gens, et c'est difficile de remettre en compte, parce que quand une personne expérimente ça, la personne va expérimenter ces plans. On parlait par exemple de l'approche scientifique, qui est basée sur l'expérience. Mais une personne peut venir vous voir, et en toute honnêteté, intellectuelle, psychique, peu importe les termes, mais vous dire, bah oui, moi, très clairement, je suis capable de faire un voyage astral. Je suis capable d'aller dans un plan et je vais avoir accès à de l'information. Il y a des gens qui vont venir nous parler, mais aussi réels que vous et moi, on communique aussi maintenant. Alors eux, ils sont dans l'expérience. Ils pourront toujours vous dire, bah moi, pas que je le sais, mais quelque part presque, vu qu'ils ont expérimenté ce qu'ils font. Oui, mais ils vivent l'expérience, ils sont dans l'expérience, mais ils interprètent l'expérience. Ils ne réalisent pas qu'ils interprètent l'expérience à partir d'une condition involutive, autrement dit, à travers une inconscience de la réalité. Voyez-vous? Qu'ils interprètent automatiquement la réalité. C'est normal. Bernard utilisait des termes comme ceux-là, OK, pour amener ces gens-là, justement, à se dédoubler. Autrement dit, qu'il y ait une distance, une certaine distance entre leur moi, si vous voulez, leur je et leur tu. Allez-vous? Quand il parlait comme ça, c'est pour créer une distance. C'est ça qui se passe. Quand il se crée cette distance-là, la personne, justement, commence à s'éveiller. Le problème, c'est que la personne n'a pas d'expérience. C'est pas guidé là-dedans, c'est pas accompagné. C'est dangereux. Parce que la personne va interpréter, va aller trop vite, etc. Alors, à ce moment-là, tu sais, ils vont demander des questions à leur double, etc. Oui, mais ils demandent des questions à leur double à partir d'une conscience, de leur conscience psychologique. Comment voulez-vous qu'ils ne se désinforment pas, là? Oui, ils sont en contact avec une réalité. C'est quoi cette réalité-là? C'est leur personne. Tout simplement, qui n'a aucune expérience. Aucune. Qui a une expérience inconsciente, je suis d'accord. Parce que la personne, c'est la puissance. C'est elle qui est en puissance. Mais elle est en puissance seulement manipulée par les programmes, par les automatismes. Ce qui devient la personnalité. Voyez-vous? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, là. Mais c'est ça qui se passe. Alors les gens, ils ont de la difficulté à se situer d'où ils perçoivent les choses. Ils se croient intelligents. Voyez-vous? Mais ils sont dans une intelligence psychologique inférieure, limitée. Puis là, ils interprètent des choses. Ils perçoivent des choses, ils ont une sensibilité, etc. Mais ils vont en souffrir tôt ou tard. On parlait de karma, là. Ils vont en souffrir tôt ou tard. Parce que c'est bien le fun de faire un voyage astral, puis communiquer avec les plans. Mais quand ça commence à communiquer, puis c'est des choses très négatives, c'est moins le fun, là. Voyez-vous ce que je veux dire?
Ça, c'est la loi de retour qui appelle. Vous développez quelque chose, une mécanique quelconque, vous avez tout le reste, vous avez tout le voyage avec. Mais pas seulement qu'une roche. Vous avez tout le voyage qui se dompe sur vous. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est ça le problème. Alors la personne après, elle va être hantée par ces choses-là. Complètement. Parce que si elle essaie d'appliquer dans sa vie, là, elle va avoir beaucoup de difficultés. C'est pas applicable. Voyez-vous? Parce qu'elle n'est pas... c'est pas réel, elle n'est pas solide. Elle fait appel tout le temps à partir d'une conscience psychologique. Comment voulez-vous développer votre personne comme ça? Éveiller votre personne? Vous maintenez dans... Vous êtes dans un rêve. Vous maintenez dans le sommeil involutif. Vous ne pouvez pas éveiller votre personne comme ça. Voyez-vous? Marche pas de même. C'est ça le problème. Ce qui est complexe, c'est que la plupart, dans ce cas-là, si on suit le raisonnement, la plupart des personnes, elles sont en contact avec un monde de formes, qui ont une intelligence, qui vont être amenées à épouser à toutes les formes que va concevoir l'individu, donc une sorte de désinformation quelque part, parce que voilà, c'est juste de la mémoire qui cherche en vain à s'actualiser à travers le réceptacle. Mais ça veut dire que d'un côté, il y a de la mémoire, il y a de la désinformation, mais aussi le récepteur, c'est-à-dire l'ego qui est désinformé de base, va recevoir et va alimenter encore plus sa propre désinformation. Donc en fait, on a une désinformation extérieure, une désinformation intérieure, et ce qui laisse libre cours le jeu de l'interprétation et donc de s'enfermer dans des schémas qui peuvent se traduire par de l'enthétisation, de l'anthropomorphisation. Alors, ma question c'est comment se libérer de l'interprétation qui finalement nous trompe sans cesse? Peut-on avoir un contact avec cette réalité systémique sans interprétation? Bon, c'est toujours une interprétation, mais vérifier. Il faut toujours vérifier. Tout le temps. Alors, oui, il y a interprétation, il y a une forme, on utilise une forme, mais on ne l'interprète pas intuitivement seulement. Il faut que ça soit vérifié. On le vérifie, on le revérifie, on le revérifie. Voyez-vous? La désinformation, là, c'est la personne elle-même qui se désinforme. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas éveillée. Elle se désinforme. Il n'y en a pas de... Oui, il y a de la désinformation dans le sens que la mémoire de gens ou d'expériences de gens qui se désinforment. On peut appeler ça de la désinformation. Mais faire attention à ça. C'est l'ego lui-même qui se désinforme. Par ignorance, il ne sait pas. Il n'est pas ajusté à la réalité systémique. Donc, il se désinforme tout le temps. Comment y arriver à... Votre question, je ne me rappelle plus la question, mais... comment y arriver, c'est en sachant que vous êtes continuellement désinformé. Alors, à ce moment-là, vous allez être doublement, triplement, quadruplement vigilant. Et vous allez développer tranquillement du discernement. Les gens manquent de discernement. Ils se font désinformer tellement qu'ils n'ont pas de discernement. Ou très peu. C'est ça le problème. Il faut savoir que c'est nous-mêmes qui nous désinformons. À ce moment-là, autrement dit, toutes les pensées qui se passent dans votre tête, c'est de la désinformation. Prenez pour acquis que c'est de la désinformation. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Vérifier. C'est tout.
Et revérifier. Et justement, c'est ça, pas croire. Quoi vérifier. C'est ça, pas croire. C'est ce que Bernard appelait le mensonge cosmique, c'est ça. C'est la désinformation. La désinformation de la personne. C'est elle qui se désinforme par ignorance. Elle n'a pas d'expérience. Comment voulez-vous qu'elle ne se désinforme pas? L'homme, il se prend pour le nombril du monde. Il n'est pas encore le nombril du monde. T'sais, il se pense intelligent quand il vit comme il vit, il détruit ce qu'il détruit autour de lui. C'est pas intelligent, ça. Regardez les familles aujourd'hui, les couples, comment les enfants sont élevés, etc. C'est pas intelligent. C'est affreux. Ça remplit. C'est ça une fin de cycle. Les gens vont finir par réaliser qu'ils ne sont pas intelligents, quelque chose de pas intelligent dans leur approche. Voyez-vous, là? Voyez-vous comment ça rejoint la désinformation? Les gens se désinforment continuellement. Pourquoi? Parce que, hey, je suis un être humain, moi, là je suis une nec plus ultra. Ouais, potentiellement, mais vous avez un pied dans votre animalité, puis un pied dans votre humanité, vous êtes en transition. L'homme vit une conscience de transition. La conscience involutive, c'est une conscience de transition. C'est pas... l'homme n'est pas encore dans son intelligence. Ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à la conclusion que il ne faut pas croire, il ne faut pas se croire. Exactement. Donc ça, c'est quelque part, on est tous individuellement notre propre mensonge cosmique. Oui. Parce que on est revenu parfois des pensées on se désinforme. Il y a de la désinformation, on se désinforme nous-mêmes, donc on arrive vraiment au concept que, voilà, il ne faut même pas se croire quelque part. C'est ça. Et vous avez évoqué la chose intéressante, c'est que vous dites, voilà, il faut vérifier. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous entendez par vérifier? Dans le sens de vérifier dans l'expérience. Pas se fier seulement à ce qui se passe dans notre tête au niveau virtuel. Vous pouvez avoir des idées ou des intuitions mentales, virtuelles, mais il faut que ça se passe dans la matière. Autrement dit, il faut l'intégrer dans la matière. L'intégration, c'est ça. C'est à travers l'intégration qu'on vérifie. Ça marche moins, on s'ajuste. C'est comme ça qu'on en arrive à un ajustement suffisant ou un éveil suffisant. La personne n'a pas d'expérience. Elle commence à s'éveiller seulement quand elle commence à observer de façon vibratoire la réalité systémique. Il faut qu'elle prenne l'expérience quelque part, mais ça prend du temps, ça prend le temps de l'expérience. Puis plus ça va, plus la personne s'éveille, plus elle est en puissance, plus elle voit la game, plus elle voit tout ça, là. Voyez-vous ce qui se passe? Chez les autres, chez elle-même surtout. S'ajuste, c'est ça, s'ajuster. S'ajuster à quoi? À la réalité systémique. Comment ça marche? Il y a une mécanique là-dedans. C'est là où on voit encore une fois la supériorité en fin de compte de l'expérience. Vérifier, c'est expérimenter. Et c'est un peu ça ce qu'on entend à chaque fois, la différence entre la connaissance, qui est l'ordre du savoir, ce qui est l'ordre du théorique, et l'expérience, qui est l'ordre du pratique. C'est ça. Et c'est là où on rentre effectivement, plus on va dans l'expérience, plus en fin de compte on va dans une dynamique de vérification, et puis on déconstruira effectivement ce qu'on a reçu de manière théorique, etc. C'est comme la théorie en sciences et la pratique, dans le sens la mathématique et l'expérience in the field. Donc, premièrement, la théorie, après ça, on essaie de la prouver mathématiquement. Si on la prouve mathématiquement, on passe à l'action par la suite au niveau de la matière. Le iPhone, c'est ça. Voyez-vous? C'est l'application de quoi? Le iPhone et ces choses-là. La physique quantique. Des théories de la physique quantique.
connaissent plus ou moins, mais qui mettent en pratique. Tranquillement, pas vite. Les computers, les nouveaux computers qui sont en train de créer, quantiques. Un atome. La vitesse avec laquelle ça calcule, c'est incroyable. Lorsque l'homme va... Puis c'est dangereux. C'est dangereux, ça. Avec la conscience humaine actuelle, c'est des choses dangereuses comme le nucléaire. C'est comme le AI, l'intelligence artificielle, c'est dangereux. Pas parce que c'est dangereux, parce que l'homme est dangereux. Il n'est pas assez évolué. Il se croit intelligent, mais il ne l'est pas. Est-ce que dire que l'homme, qualifier l'homme justement de ne pas être assez évolué, ce serait synonyme de dire que l'homme n'a pas assez expérimenté, ou qu'il a mal expérimenté? Oui, mais ça fait partie de son expérience de ne pas être évolué suffisamment. Là. Il est en train d'évoluer, mais ça prend du temps. Pourquoi? Parce que l'homme est influencé par le collectif, est influencé par les autres hommes, le courant, etc. Il n'y a pas de puissance créative, personnelle. Une personne qui a de la puissance créative, personnelle, il agit, puis ça influence beaucoup de monde. Bernard, c'est un exemple. Regardez ce que je fais, moi, ça influence beaucoup de monde. Mais créativement, c'est bon? On joue toujours avec l'influence, le jeu d'influence. Si vous avez un collectif qui est intelligent, qui est ajusté à la réalité systémique, pas de problème, mais ce collectif-là imposera jamais à l'individu son dogme. Il va s'arranger pour que l'individu développe cette même capacité. Pas pareil. C'est ce que je fais dans les consultations. J'impose pas de dogme, de façon de fonctionner ou quoi que ce soit. Voyez-vous? J'aide ou j'accompagne les personnes à connecter avec cette réalité-là. Une fois que la personne commence à connecter, puis elle vit l'expérience, ajuste, etc., bien là, elle va devenir automatiquement autonome. Voyez-vous? La connexion avec cette réalité-là, est-ce que c'est ça ce que vous appelez la fusion? Ouais, mais j'aime le mot fusion, là, ça veut rien dire. C'est interprété. Oui, on est en fusion avec la réalité systémique, c'est évident. En ce moment, l'homme est fusionné avec sa mémoire psychologique, avec l'astral, si vous voulez. T'sais? Il est fusionné avec le système, finalement, mais de façon inconsciente. Une fusion réelle, c'est une fusion consciente. Disons. L'homme est fusionné, mais inconsciemment. Puis il est fusionné avec, comme je disais, l'astral ou la mémoire évolutive. Il est complètement englobé par ça. Fusionné avec ça. Il faut qu'il se défusionne avec ça, justement. C'est comme une fusion qui n'est pas consciente. C'est ça le problème. Faut qu'il se défasse de ça pour justement automatiquement se fusionner avec. Pour se défaire de ça, il faut qu'il fusionne avec le système. Dans le sens, il faut qu'il connaisse le système, il faut qu'il prenne conscience du système. Ça ne veut rien dire la fusion. Le monde, êtes-vous fusionné? Si je dis oui, puis la personne s'imagine des affaires, voyez-vous ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que là, sa définition du terme fusion, puis ma définition du terme fusion, c'est pas du tout la même chose. Voyez-vous?
Fait que là, il faut que j'explique la part, comme je viens de faire. Vraiment? C'est toujours ça, c'est essayer de toujours s'approprier, s'actualiser des termes qui ont pu justement composer et nourrir tout ce qu'on peut voir dans la suprasphère. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui vient assez souvent dialoguer avec mon double pour finalement fusionner avec celui-ci. Ouais, il faut faire sauter toutes ces formes-là. Toute la gang. À la seule façon. La seule façon. Et découvrir par nous-mêmes qu'est-ce qui se passe réellement. Sans ça, tant que l'individu est assujetti à des termes comme ça, des notions du genre, il ne peut pas évoluer. Non. Il est accroché à des formes. C'est pesant. Ça leur tient. Il faut qu'il se libère de ça. Tant qu'il ne sera pas libéré de ça, il ne pourra pas évoluer. Belle valeur, là, mais je vais en décevoir beaucoup, là, mais c'est comme ça que ça marche. Bernard le disait, pas aussi direct que moi, là. Je suis une brute, moi. Mais lui, il le disait, mais de façon plus subtile. Mais aujourd'hui, il est temps qu'on soit brutal, justement. Mais bon, c'est fini, là, les dorlotages. Tu sais? Ça prend des personnes qui sont capables d'absorber la réalité et de dealer avec. Puis c'est pas ce qu'ils s'imaginaient. Du tout. C'est encore mieux. C'est plus actuel, c'est plus évident. C'est plus pratique.